Mesdames, Messieurs, à chacun d'entre vous, nous souhaitons une bonne fin de semaine. Merci de joindre TVC9 et TVC Miss, mais surtout la bienvenue à ce bulletin de nouvelles plus court, oui, et dorénavant 2 fois la semaine, plus près de l'actualité et des informations qui vous regardent, mais surtout que vous regardez, car vous vous intéressez à votre monde, à votre région, votre Témiscamingue. En manchette ce soir, le tirage du rodéo du camion doit avoir lieu en septembre. La MRC Témiscamingue va-t-elle débiter bientôt ses bêtes dans la région? C'est un enjeu de constance d'approvisionnement, d'abondance d'approvisionnement, de disponibilité des marchés. Et découvrez à votre tour la grotte de Ville-Marie. La ville a acquis le site au complet qu'on appelle la grotte. Merci de joindre TVC9 et TVT Miss. D'abord, ce sont les vacances qui se poursuivent, le soleil nous faisant l'honneur de nous accompagner quelquefois quand Noé ne vient pas nous rappeler l'impression que le déluge est de retour. Certains ont craint que la neige et les températures trop fraîches nous empêchent d'aller à la pêche, mais quand même, on pourrait aller sur la glace. La pluie qui est un peu retardée, les démarches des ouvriers qui doivent avancer dans l'échéancier des travaux nécessaires sur les routes du Témiscamingue. Le chemin Moffett-la-Tulipe qui a vu sa route s'effondrer, emporté par de fortes pluies. Des images étaient diffusées sur le Facebook TV Témis. Depuis, la circulation là, se fait en alternance et on parle de rouvrir bientôt. Et la semaine a commencé fort alors que les rejets environnementaux de Glencore ont encore fait parler. Et souvenez les passions lundi dernier, des menaces de fermeture de la fonderie Horn sont encore venues hanter les environnementalistes, autant que ceux qui craignent l'effondrement de l'économie régionale si la fonderie doit respecter de nouvelles normes. Il y a même une association dans Montréal-Est qui a demandé de nouvelles études au gouvernement, nouvelles études environnementales. La Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN et le syndicat des métallos de la FTQ qui apprécient aussi le gouvernement de prendre en compte l'importance des emplois dans le dossier des exigences environnementales envers la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Et alors qu'une certaine incertitude plane au sujet de l'usine chez Glencore, plus de 1200 emplois directs et même davantage seraient en jeu, selon les chiffres. La Chambre de commerce régionale qui a insisté en faveur du géant producteur de cuivre. L'organisation qui a même pointé du doigt la direction régionale de santé publique, disant douter des analyses rendues publiques au fil des ans. La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda, la CCIRN, a ensuite mardi dernier tenu à réaffirmer son respect envers les autorités de la santé publique et les experts indépendants qui œuvrent à la protection de la population. En aucun cas, il dit maintenant, remettre en question leurs compétences. Alors, cherchons où on va. Le site web de la Régie des loteries et courses du Québec a sans doute redonné le sourire à bien des détenteurs de billets achetés auprès des dépositaires et revendeurs de l'organisation qui empochaient 100 $ du billet vendu de la part de Rodéo du Camion. Québec, dans le but de garantir la transparence maintenant, l'équité et l'intégrité du processus de tirage, mandate une firme spécialisée et externe pour accompagner la régie dans la tenue du tirage du Rodéo du Camion de Notre-Dame-du-Nord. D'autres renseignements sur le tirage à venir, y compris la date de cette tenue, prévue, nous dit-on, pas plus tard que le 10 septembre, de même que le nom de la firme qui va superviser cette tenue vont être publiés bientôt sur le site web de la Régie. Encore une fois, on vous invite à le consulter régulièrement. Les élus de la MRC de Témiscamingue en appellent à une entente entre le Québec et l'Ontario pour l'abattage régional. À la suite de la fermeture de l'unique abattoir accrédité en Abitibi-Témiscamingue, le Conseil de la MRC de Témiscamingue interpelle officiellement les gouvernements du Québec et de l'Ontario et l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour établir un cadre de collaboration permettant l'abattage d'animaux en Ontario et la commercialisation de la viande au Québec en attendant une solution régionale.
Située en zone frontalière, dis-je bien, la MRC souhaite ainsi profiter de la volonté gouvernementale d'améliorer les échanges interprovinciaux pour mettre en lumière un enjeu critique pour ces producteurs locaux qui se heurtent à des obstacles sanitaires depuis des dizaines d'années, obstacles économiques et réglementaires aussi. Et ça menace le développement agroalimentaire du territoire. Écoutons à ce sujet la préfète Claire Bolduc, on en a discuté avec elle. Depuis 1998, année où je me suis installé définitivement en Abitibi-Témiscamingue, l'un des sujets du journalisme régional, c'était la présence, l'absence, la possibilité que les producteurs de la région aient un abattoir. En 2025, c'est encore le cas. Où on s'en va avec ce dossier-là? On peut dire nulle part. Bien, moi, je suis arrivée dans la région en 1980 et c'était déjà un enjeu. Alors, mon conjoint, qui est lui aussi agronome, il était étudiant, employé étudiant au ministère de l'Agriculture à l'époque. C'était déjà un enjeu. Alors, tout le réseau des abattoirs dans la région, François Gendron disait, j'en ai ouvert et je les ai tous fermés. Dans le fond, c'est un enjeu de constance d'approvisionnement, d'abondance d'approvisionnement, de disponibilité des marchés et le contexte a toujours été très difficile pour les abattages. Lors du dernier conseil de la MRC, on a adopté une résolution dans un tout autre contexte. On est actuellement dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis. On est dans un contexte où le Canada a choisi de faire face à cette guerre-là en prenant des mesures pour amoindrir les irritants pour le commerce interprovincial, pour le partage de services, pour le partage de biens, pour le partage de biens de consommation. Et l'abattage pourrait en faire partie. Nous, on a demandé au gouvernement du Québec, au ministère de l'Agriculture du Québec, au ministère de l'Agriculture de l'Ontario et à l'Agence canadienne d'inspection des aliments que les opportunités d'abattage en Ontario puissent permettre aux producteurs québécois de mettre en marché leur viande sur les marchés québécois. Le contexte est facile. Actuellement, ce qu'on veut, c'est une mesure temporaire. Le temps que le territoire, que l'Abitibi-Témiscamingue, que la région puisse se doter d'une installation appropriée pour l'abattage. Mais en même temps, c'est de reconnaître la très grande proximité entre les deux régions et de quelle façon on pourrait mieux travailler ensemble. C'est vrai maintenant pour l'abattoir, il y a des services de personnes qui pourraient être transfrontaliers. Il y a des services, par exemple, les alcools, les bières de microbrasserie du Témiscamingue ne peuvent pas être vendus en Ontario et l'inverse aussi. Est-ce qu'il y a d'autres biens et services qui pourraient bénéficier de cette facilité-là d'échanges interprovinciaux? On pense que oui. Pour le moment, on a demandé à ce que les services d'abattage puissent être reconnus et qu'on puisse bénéficier des services d'abattoir qui sont disponibles en Ontario pour de la viande produite au Québec qui sera revendue dans les commerces du Québec. La demande, elle est claire, elle est simple et on a été aussi clair sur mesures temporaires, le temps qu'on puisse avoir une structure d'abattage ici au Québec. Est-ce que les gens qui voudraient s'investir dans un abattoir au Québec, c'est des gens qui sont là depuis longtemps ou c'est des nouveaux qui n'ont pas été découragés par la façon d'agir envers un projet d'abattoir ici au Témiscamingue? Toutes ces réponses sont bonnes. C'est un secteur très difficile. C'est un secteur difficile parce qu'il faut pouvoir rentabiliser l'ensemble des fonctions d'un abattoir. C'est un secteur très difficile. Il y a une compétition qui est concrète. Il y a des difficultés qui sont inhérentes à la nature du produit. Ce sont des produits carnés, de la viande qui sera vendue pour consommation à la population. Donc, il y a des enjeux d'hygiène. C'est un dossier très complexe. Des anciens propriétaires ou des nouveaux exploitants peuvent avoir de l'intérêt pour avoir ou offrir ce genre de service-là. Maintenant, on est très conscient de la nature, de la persévérance que ça va requérir. C'est un dossier pour lequel
À aucun moment tu peux baisser les bras, d'aucune façon tu peux laisser passer quelque chose. C'est vraiment un dossier difficile. François Gendron en a ouvert plusieurs et il les a tous fermés. Que ce soit l'abattoir mobile, que ce soit les abattoirs coopératifs qu'il y avait sur le territoire, que ce soit des abattoirs privés, c'est un secteur difficile. Ce dont on cherche à doter le territoire, c'est d'un service qui va permettre aux producteurs actuels de se développer et à de nouvelles entreprises de pouvoir aussi se développer. Raison pour laquelle la MRC s'y implique encore. Le mot « encore » prend tout son sens. Je suis arrivée lors de la campagne électorale de 2017. Il y avait eu une manifestation ici même à la MRC de la part des producteurs agricoles pour un abattoir régional. On y travaille, on y a travaillé et tous les prédécesseurs avant moi y ont également travaillé. Quand on parle d'un dossier complexe, en voici un qui est complexe sous toutes ses formes. Information culturelle maintenant, le Wapikoni Mobile est de passage au Témiscamingue à travers les communautés autochtones régionales. Dès samedi, le véhicule de projection cinématographique entame une nouvelle tournée dans les communautés Anishinaabe. Comme plusieurs sites accueilleront des projections gratuites de courts-métrages issus de leur collection, montées par la production de cinéastes autochtones au fil des ans. Et les aînés de la région étaient peinés d'apprendre sa fermeture il y a quelques années, et nos prêtres aussi. Le lieu de recueillement en plein centre de la région a entendu bien des prières avant que sa dangerosité oblige les autorités religieuses à en bloquer l'accès. Mais son histoire en mérite davantage, ce dont s'occupe religieusement la ville de Ville-Marie. Donc, Guillaume, on est ici pour parler un peu des balados et sur la grotte que vous avez faite. Là, peux-tu m'expliquer un peu en quoi ça consiste et c'est quoi exactement ça, ces balados sur la grotte? Dans le fond, le projet, il part en fait du fait que en 2020, la ville a acquis le site au complet qu'on appelle la grotte, mais tu sais, ça inclut l'ancienne grotte qu'il y avait ici ainsi que toute la montagne finalement qui appartenait à la paroisse de Notre-Dame-du-Rosaire. Et puis suite à l'acquisition de ce territoire-là, la ville a enclenché des analyses à 3 niveaux. Il y a eu une analyse structurelle de la grotte l'année passée, non, il y a plusieurs années, mais qui a mené l'année passée au démantèlement de la grotte puisqu'elle était plus sécuritaire pour les gens. Il y a eu une analyse aussi qui a été faite au niveau du développement de tout ce qui est activité de plein air. C'est ce qui a été fait, on a transformé, on savait que les gens venaient se balader dans ce parc-là, mais il y avait rien d'officiel, rien de balisé, fait qu'on l'a transformé en parc municipal maintenant. Ça s'appelle le parc de la grotte, puis on a des sentiers balisés, les gens peuvent venir s'adonner à la randonnée ici. Et la troisième étape, en tout cas le troisième dossier, c'était vraiment tout la recherche patrimoniale, historique, culturelle, tout le développement, la mise en valeur du patrimoine de la grotte. Il y a eu un rapport qui a été fait par une consultante en patrimoine, Diane Joly, qui est disponible sur le site web de la ville de Ville-Marie. Un très beau rapport justement sur toute l'histoire de la grotte. Et à la suite de ça, ce qui avait été fait, c'est qu'on avait voulu animer ce rapport-là et on avait engagé le conteur Guillaume Beaulieu, qui est bien connu en région, qui avait fait une étude un peu plus poussée avec des témoignages et qui avait fait une présentation ici même à l'été 2023. Il avait fait plusieurs représentations en présentiel avec toute la verve qu'on lui connaît, avec des anecdotes, des faits marquants, des témoignages audio de l'histoire de la grotte. Mais après ça, on s'est dit, crime c'est dommage parce que c'était un événement très ponctuel et on s'est dit qu'on pouvait rejoindre plus de gens que ça. Puis ça nous avait été signalé qu'il y avait des gens qui n'avaient pas pu être là, présents à ces représentations-là par des problèmes de mobilité. On a des personnes âgées qui sont très rattachées à l'histoire de la grotte et par des personnes aussi qui ne résident plus au Témiscamingue et qui sont très attachées à l'histoire de la grotte, qui auraient aimé être là. Puis on s'est dit, ce contenu-là, on pourrait le rendre accessible numériquement pour que ça puisse toucher le plus de personnes possible. Et c'est donc ce qu'on a fait. On s'est donc rassis avec Guillaume Beaulieu qui a découpé tout ce contenu-là en 5 épisodes et qu'on a donc mis sous forme de balado et qu'on a donc rendu accessible gratuitement à la population sur tous les sites d'écoute de balado.
Comment ça s'est passé, là, ce processus-là de balado avec la grotte? Est-ce que ça s'est passé avec un technicien? C'est quoi l'équipe? Est-ce que ça s'est passé en studio? Bref, parle-moi un peu. Oui, en studio, on a collaboré avec le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue qui a déjà tout un matériel pour enregistrer des balados. Ils ont déjà des balados qui diffusent, eux, de manière vidéo. Donc on a pu utiliser, grâce au Carrefour Jeunesse Emploi, leurs locaux. On les remercie vraiment beaucoup d'ailleurs pour leur aide dans ce dossier-là. Puis on a utilisé un technicien de son qu'on voit souvent au Témiscamingue, François Lefebvre, qui est le technicien de son des shows aussi à la ville. Donc on a pu faire cet enregistrement-là via les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue et justement, de par leur matériel qui fait captation audio et vidéo, on a lancé les balados version audio, donc disponibles sur Apple, Spotify, toutes les applications possibles. Mais prochainement, il y aura le même contenu disponible en version vidéo sur la chaîne YouTube de la ville. Est-ce que ce genre de balado-là, ce genre d'expérience patrimoniale qu'on voit à Ville-Marie, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser là, dans le futur? Est-ce qu'on pourrait voir même une série de balados sur les éléments patrimoniaux ici à Ville-Marie? On n'en a pas encore parlé, mais effectivement, ça ouvre la voie. On a vu qu'on était capable de lancer un balado, puis que c'est très à la mode en plus, donc ça va rejoindre beaucoup de monde. Je te dirais pourquoi pas. C'est pas encore sur la table à dessin, mais effectivement, ça ouvre la porte à peut-être voir à faire plus de contenu sur le patrimoine historique de Ville-Marie en général. Enfin, on a commencé avec l'histoire de la grotte, mais pourquoi pas dans un futur, c'est à y penser. Sinon, Guillaume, peux-tu me parler un peu plus concrètement du balado? Là? Comment est-ce qu'on va en parler? Quel concept? Quel genre d'émission? Peux-tu m'en parler un peu plus concrètement? Là? Dans le fond, il y a 5 épisodes qui sont tous accessibles d'un seul coup gratuitement, donc comme je l'ai dit, via les plateformes de balado-diffusion. Ça a été regroupé par thématique. Donc on a un bref historique de la grotte et de Ville-Marie, on en a un sur les utilisations sociales de la grotte, on en a un sur les fêtes annuelles, on en a un sur les présumées guérisons et miracles. Donc c'est vraiment par thématique. C'est Guillaume Beaulieu qui s'occupe d'animer, de compter ces faits-là, mais c'est agrémenté d'extraits audio qu'il est allé chercher de personnes que soit il a rencontrées physiquement ou qu'il a eu par téléphone. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça. C'est quand même des épisodes assez courts. Ça varie dépendamment des épisodes entre 13 et 27 minutes le plus long. Donc ça s'écoute très très bien. On peut même écouter les 5 épisodes d'un coup lors une grande balade en voiture. Ça se fait bien. Donc toutes les thématiques sont déclinées dans ces 5 épisodes-là. Et dans le monde du sport, l'avantage d'avoir des bulletins rapprochés et plus souvent, c'est qu'on peut aller voir ce qui se passe directement. Il y avait des athlètes de chez nous qui étaient en compétition en fin de semaine, vendredi justement, au moment où on enregistre, et on souhaitait la meilleure des chances aux Témiscamiennes qui étaient au championnat canadien de softball 16U, encouragés évidemment par leur commanditaire, l'équipe Subway. C'est les Braves de Québec, représentés par Aude Bélanger de Ville-Marie, Léa Rose Boucher de Saint-Bruno-Guigues, Mali-Anka Blais de Lorrainville, Célia Lemieux de Landrienne, Elisabeth Monceau de Ville-Marie et Magali Ménard de Rwanda qui étaient en déplacement. Et là, ben tiens, c'est terminé. Voilà, c'est tout. Colin Boucher a d'autres infos à vous livrer mercredi. Notre site Facebook vous annonce l'actualité de l'heure. Allez le consulter, c'est instantané. Merci aussi de vous y abonner comme des milliers d'autres maintenant. Nous apprécions votre nouvelle fidélité et les efforts déployés par vous, par notre équipe. À la prochaine. Merci de toute cette attention.